Bonjour à tous, je suis Claire Roubaud-Baudron, je suis professeure de gériatrie au CHU de Bordeaux et dans le cadre du programme Paprika, soutenu par la mission Primo, je vais vous parler aujourd'hui du diagnostic d'infection et j'espère qu'à la fin serez tous convaincus que toutes les confusions, chutes ou asthénies ne sont pas des infections. Cette présentation est également soutenue par le groupe Ginger qui est l'intergroupe entre les sociétés savantes de gériatrie et de maladies infectieuses. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette patiente de 91 ans qui présentait une asthénie et une confusion. Une bandelette urinaire a été réalisée, elle était positive. Des antibiotiques ont été prescrits. Malheureusement, son asthénie s'est majorée, des douleurs abdominales et des diarrhées sont apparues, qui ont été associées à un déclin fonctionnel important chez cette patiente. Sans surprise, la recherche de toxines de Clostridium difficile est revenue positive et la patiente avait une hypernatrémie à 150 millimoles par litre. Cette histoire, toute banale, illustre qu'il est parfois difficile de faire le diagnostic d'infection chez le sujet âgé, qu'il y a des prescriptions qui sont potentiellement inappropriées et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques chez nos patients âgés. Alors il est vrai que l'atypie clinique existe chez les patients âgés. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de définition standard. Classiquement, il arrive que chez les patients âgés, on ait l'absence de signes spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de douleur thoracique dans l'infarctus du myocarde, pas de douleur épigastrique dans l'ulcère gastro-duodénal, mais une simple anorexie, ou bien pas de douleur lombaire dans la pyélonéphrite, mais de simples vomissements. On peut également avoir la présence de signes non spécifiques, comme dans le cadre de notre patiente, une anorexie, une confusion, une chute, une asthénie, un déclin fonctionnel. Et ces signes qui sont spécifiques de rien du tout, en fait, brouillent le paysage et peuvent rendre plus complexe la réalisation d'un diagnostic. Enfin, l'atypie clinique peut être également caractérisée par ce qu'on appelle la sémiologie d'emprunt. Qu'est-ce que c'est? C'est les signes associés à la décompensation d'une pathologie chronique. Typiquement, un patient âgé qui va avoir une anémie, qui va décompenser une pathologie cardiaque et induire un OAP, qu'est-ce que vous allez voir cliniquement? Eh bien, vous allez voir l'OAP plus que les signes de l'anémie. Alors, cette atypie clinique, elle pose un dilemme très important. En effet, si on ne pense pas à l'infection devant cette atypie clinique, on risque d'avoir un retard diagnostique et thérapeutique qui va engendrer une augmentation de la mortalité et de la morbidité de cet épisode infectieux chez notre patient. Mais si, à contrario, je prescris des antibiotiques de manière inappropriée et excessive, je vais induire des effets indésirables qui sont plus fréquents chez les patients âgés que chez les patients jeunes, induits par les antibiotiques, mais également des interactions médicamenteuses et des infections à Clostridium difficile qui, toutes ces complications, ont des conséquences également dramatiques chez nos patients âgés qui vont augmenter la mortalité et la morbidité. Et puis, l'utilisation inappropriée et excessive d'antibiotiques va induire une antibiorésistance qui auront des conséquences sur notre patient, mais également sur la population. Donc c'est vrai que l'atypie clinique existe quand on poule un peu les données sémiologiques, globalement, que ce soit les infections ou pas. Lorsqu'on regarde la sémiologie des sujets âgés, la moitié se comporte exactement comme des patients jeunes. Vous avez les signes typiques. Un tiers auront les signes typiques, comme les patients jeunes, en jaune, mais auront également de l'anorexie, confusion, chute, asthénie et déclin fonctionnel. Et puis une petite part, inférieure à 20%, n'auront pas les signes typiques et auront uniquement les signes non spécifiques, à savoir l'anorexie, la confusion, etc. Donc oui, l'atypie existe, mais quand on cherche, on trouve. On trouve chez plus de 80% des patients les signes typiques. Et donc, il faut être un excellent clinicien et examiner les patients de manière exhaustive. Alors, est-ce que l'atypie peut justifier une telle pratique? Faire une bandelette urinaire devant toute confusion, chute et asthénie? Et si elle est positive, prescrire des antibiotiques? J'espère que maintenant vous êtes convaincus que la réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce que si vous faites une bandelette urinaire à toutes les résidentes de votre EHPAD ou à vos résidents,
Pour ce qui est des femmes, vous aurez une bandelette urinaire positive entre 50 et 80% des cas, un peu moins de 50% chez les hommes. Ça veut dire que vous allez, devant une confusion, une chute et une asthénie, vous avez de toute façon, si vous faites des bandelettes urinaires, au moins un risque sur deux que la bandelette urinaire soit positive, car la colonisation urinaire est très fréquente. Si vous prenez un ECBU de colonisation urinaire ou un ECBU d'infection urinaire, vous êtes incapable de faire une distinction. Il y a la leucocyturie, il y a la bactérie. Et puis surtout, au-delà du risque d'engendrer une antibiorésistance, qui est déjà grave, pour moi, ce qui est le plus embêtant, c'est qu'en faisant des raccourcis comme celui que je viens de décrire, vous allez passer à côté de tous les autres diagnostics possibles responsables de cette confusion de chute ou d'asthénie, à savoir des problèmes cardiaques, des problèmes de iatrogénie, etc. Souvent, la bandelette urinaire, elle a déjà été réalisée. La bonne question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle a été réalisée, cette bandelette urinaire. Elle a été réalisée devant des signes fonctionnels urinaires. Bon, ben méfiez-vous par exemple, des brûlures urinaires. Quand on a des sécheresses des muqueuses, ce qui est très fréquent chez les patientes âgées, ou des plaies du siège, eh bien, à chaque fois que vous urinez, il y a des brûlures. Donc, il faut bien examiner les patientes. Et puis surtout, vous allez voir que si vous prescrivez des antibiotiques, eh bien, les brûlures, elles vont perdurer malgré l'antibiothérapie. Donc, il est important de bien examiner cette partie du corps pour voir s'il n'y a pas de sécheresse des muqueuses. Ensuite, un grand classique, la bandelette urinaire a été réalisée devant des odeurs importantes. Eh bien, comme je vous l'ai dit, les urines sont colonisées. Quand on est déshydraté, vous allez avoir des odeurs très importantes. Et donc, la première chose à faire, c'est surtout de s'assurer d'une bonne hydratation de la résidente ou du résident. La bandelette urinaire a été réalisée devant une confusion ou un alitement récent. Eh bien, posez-vous la question de toutes les autres causes possibles de confusion et d'alitement récent. Et je mets une ordonnance ici. La iatrogénie est l'une des premières causes de confusion en EHPAD. Et vous savez qu'il y a d'autres diagnostics à porter et à rechercher devant un signe de confusion. Devant une CRP augmentée, eh bien la CRP, elle est spécifique de rien du tout. Elle peut être augmentée devant une vénite, une arthropathie microcristalline, une fracture, un hématome, un infarctus du myocarde. Bref, la CRP ne va pas être du tout spécifique d'une infection et encore moins d'une infection urinaire. La bandelette urinaire a été réalisée devant une rétention aiguë d'urine ou bien une incontinence urinaire récente. Eh bien, si vous avez prescrit des morphines, des neuroleptiques, cela peut tout à fait induire une rétention aiguë d'urine. Ou bien si l'incontinence urinaire en fait est apparue après l'introduction de furosémide, ne soyez pas étonnés. Donc soyez curieux de savoir qu'est-ce qui a pu être introduit comme traitement, quels sont les autres éléments qui ont pu induire une rétention aiguë d'urine. Une fracture de bassin va induire une rétention aiguë d'urine, un fécalome va induire une rétention aiguë d'urine. Et puis, une bandelette urinaire a été réalisée devant une fièvre. Alors oui, la fièvre peut être liée à une infection urinaire, mais il est important d'examiner votre patient pour voir s'il n'y a pas une autre porte d'entrée infectieuse. J'aime bien résumer en disant, globalement, il y a trois situations. Il y a la situation où le patient est grave. Vous avez des signes de défaillance, des marbrures, une hypotension, une défaillance cardiaque, comme je viens de le dire, ou pulmonaire. Il y a des signes de sepsis, voire de choc septique. Alors là, on sait, il ne faut pas tarder. Il faut faire les prélèvements et prescrire une antibiothérapie 1 heure à 3 heures en fonction de si c'est un sepsis ou un choc. Quand la situation est grave, on n'est pas là pour passer des heures à faire un diagnostic, on est là pour que le patient ne meure pas. C'est la raison pour laquelle on va prescrire des antibiotiques rapidement après avoir fait des prélèvements microbiologiques. La question c'est, dans le cadre des patients et résidents d'EHPAD, faut-il une hospitalisation? Quelle est l'intensité des soins que l'on doit appliquer à ce patient-là? Et même si ça n'a rien à voir avec les antibiotiques, anticipons ce genre de questions. Il est beaucoup plus facile, en équipe, lors d'un staff, de décider de l'intensité des soins que lorsque c'est la nuit et que l'aide-soignante est seule. Deuxième situation, c'est typique. Le patient a de la fièvre, vous avez une douleur lombaire, il y a des signes fonctionnels urinaires, bref, c'est une pyélonéphrite. Eh bien, faites les prélèvements
prescrivez l'antibiothérapie. On est dans une situation typique. On réévaluera l'antibiothérapie avec la microbiologie qu'on aura obtenue 48 heures plus tard. C'est ni grave, ce n'est pas typique, c'est juste pas clair. Et bien là, c'est là où il faut réfléchir. Il faut faire un examen clinique complet. Et un patient âgé, comme tout patient, ça s'examine comme une crêpe, des deux côtés, ça se retourne. Il ne faut pas passer à côté de la dermo-hypodermite, de l'escarre sacrée. Il faut se poser la question d'examens complémentaires qui pourraient nous aider à faire ce diagnostic de quelque chose qui n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est que c'est typiquement la situation où il ne faut pas faire la BU et mettre des antibiotiques si elle est possible. C'est la situation où on réfléchit et où on surveille. Et c'est là où il faut également se poser la question, faut-il hospitaliser le patient? Petit, petite parenthèse, nos patients sont truffés de matériel étranger. Prothèses vasculaires, TAVI, prothèses articulaires, pacemaker. Il y a des infections qui sont certes très rares, mais qui sont très graves. Et on met souvent beaucoup de temps à faire le diagnostic. Donc c'est bien d'avoir dans un coin de sa tête ce réflexe de se dire, tiens, ce patient a du matériel étranger, il a de la fièvre, un syndrome inflammatoire, et puis il a fait un AVC ou il a une décompensation cardiaque, une lombalgie. Sur le scanner que j'ai fait pour une altération de l'état général, je vois des emboles. Il y a un déclin fonctionnel ou une asthénie expliquée avec cette fièvre et syndrome inflammatoire. Ou enfin, j'ai fait des hémocultures et elles sont positives à Staph doré, Enterocoque fécalis, au Streptocoque galolyticus. Et bien c'est dans ces situations-là qu'il faut penser à ces diagnostics, certes très rares, d'endocardite, de spondylodicite et d'infection de matériel. Bon, on va retourner à la vraie vie, vous êtes à l'EHPAD, et parfois, et en fait très souvent, il est difficile de ne pas prescrire d'antibiotiques. On dit souvent que c'est beaucoup plus compliqué de ne pas prescrire que de prescrire. C'est vendredi, la veille du week-end de Pâques. Vous avez une patiente qui a une dyspnée, elle est subfébrile. Bon, la SAT, ça passe encore, mais il y a des crépitants des bases. Le bilan que vous avez fait montrait une CRP à 70. Vous avez une BU positive. Est-ce que cette patiente a une pneumonie? Est-ce qu'elle a une pyélonéphrite? Est-ce qu'elle a la fameuse pneumonéphrite, qui en fait n'existe pas entre nous? En tout cas, ça veut dire juste qu'on ne sait pas. On est dans l'incertitude diagnostique, mais la fragilité de la patiente, le fait qu'on n'est pas sûr que la patiente sera correctement surveillée dans ce week-end prolongé, eh ben, on va prescrire une antibiothérapie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est nécessaire de savoir arrêter ou raccourcir une antibiothérapie. Et lorsqu'on revient de ce long week-end de Pâques, le mardi, eh bien, si la patiente va bien, qu'elle respire parfaitement, qu'elle marche, elle mange, elle a retrouvé son état de base, eh bien, on arrête cette antibiothérapie. Certes, elle nous avait paru utile et adaptée vendredi, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Et puis, on raccourcit cette antibiothérapie. Et puis, il est peut-être temps de penser à un autre diagnostic. Hein, si les choses n'ont pas évolué comme vous le voulez, eh bien, de se dire, ben, ce scanner, cette révision de l'ordonnance, etc., eh bien, on va s'atteler à trouver un autre diagnostic. Pour finir cette présentation, voici les messages clés. C'est que certes, la typie clinique existe, mais quand on cherche, on trouve les signes typiques dans 80% des cas. Donc soyons des bons cliniciens. Pas de raccourcis, pas de BU devant toute confusion, chute ou asthénie. Il y a plein d'autres diagnostics à rechercher. Quelle est ma situation? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est typique? Ou est-ce que c'est pas clair? Et enfin, la situation en EHPAD fait que parfois, on va être amené à prescrire des antibiotiques. Et cela nous a paru juste et adapté à l'instant T, mais on a le droit d'arrêter ou de raccourcir quelques jours après cette antibiothérapie, parce que le temps nous permet de voir que les choses évoluent bien ou que le diagnostic auquel on pensait initialement n'était pas le bon. Alors merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions sur le programme Paprika, n'hésitez pas à aller sur le site de la mission nationale Primo. Et je vais faire un petit coup de pub pour le groupe Ginger, je ne peux pas m'en empêcher. Donc si vous aimez les personnes âgées, si vous aimez les infections, rejoignez-nous au Ginger.